5 parties. Tout d'abord, on va rappeler rapidement qu'est-ce que le cloud, ensuite ses enjeux, les risques et les brèches connues. Donc, pour ceux qui s'y attendent, oui, on va parler de SolarWinds. Et enfin, on va parler de cas pratiques tels qu'on a pu nous les rencontrer en audit. Pour finir avec une phase d'échange donc, où Nadia vous ouvrira davantage la parole. Alors pour commencer, on va tenter de donner une définition du cloud afin qu'on soit un peu tous d'accord sur ce dont on va parler et les enjeux qui en découlent. Alors on a pris simple pour commencer la définition de l'ANSSI qui définit le cloud comme un modèle de gestion informatique qui permet l'accès via un réseau à des ressources informatiques partagées et configurables. Alors là, il y a déjà 2 éléments qui sont importants, c'est partagé et configurable. En effet, les différents clients d'un fournisseur cloud vont partager des ressources physiques pour bénéficier d'un service informatique et configurable, dont on parlera par la suite un peu plus en détail, mais globalement, on peut avoir tout ce qu'on veut au moment T. Donc ça, c'est pour la définition un peu formelle, mais si on veut un exemple concret de cloud, c'est surtout, je dirais, un endroit où on peut qui est partagé entre utilisateurs et qui bénéficie, qui donne la possibilité à ses clients d'utiliser différentes ressources. L'exemple même qu'on pourrait avoir, ce serait une entreprise qui souhaite distribuer des extraits musicaux à des utilisateurs et en même temps faire de l'analyse de comportement sur son application. Alors, il faudrait d'énormes bases de données pour pouvoir gérer tous ces extraits musicaux, mais aussi des systèmes d'ingestion de données pour déjà récupérer les informations venant des applications, savoir les comportements des utilisateurs et déployer en temps réel et distribuer le contenu. Ça, c'est l'exemple concret qui peut très bien être donné pour représenter le cloud, puisqu'on agit sur beaucoup de personnes en même temps, avec beaucoup de ressources, et donc un coût informatique très important. Les différents acteurs du cloud, vous les connaissez sûrement tous, et 2020 a même été une année record pour eux. On s'est concentré sur les 3 plus grands, parce que c'est ceux dont on parle le plus. Donc en premier, et un peu sans grande surprise, on a Amazon Web Services, branche d'Amazon, qui est dédiée entièrement au service cloud. Suit ensuite Azure, le département cloud de Microsoft, et puis Google Cloud Platform, qui est la branche de Google. Ensuite, le 4e acteur majeur du cloud aujourd'hui n'est pas américain, il est chinois et c'est Alibaba. Donc Google Cloud et Alibaba essayent de se battre pour cette 3e place. En termes de part de marché, sur l'année 2020, AWS, c'est 32% de toute l'infrastructure cloud qui pèse pour 107 milliards de dollars. Azure possède 19% des parts et enfin Google 7%. Les différents autres acteurs partagent les restes du gâteau, si on peut dire. L'équipe cloud qui a le plus évolué sur l'année 2020 est Azure. Et même certains experts estiment que Azure pourrait dépasser AWS en termes de part de marché, puisque si on compare d'une année sur l'autre, la progression d'Azure est nettement supérieure à celle d'AWS. Donc à voir. Et un autre élément qui est important de la part d'AWS, c'est que son PDG et le PDG historique, la personne qui a fondé AWS, deviendra aussi le PDG d'Amazon après le départ de Jeff Bezos. Donc, preuve que AWS est une part importante d'Amazon. En termes de chiffres, puisque les parts de marché, ça représente beaucoup, mais les chiffres parlent vraiment de l'impact qu'a le cloud aujourd'hui. C'est quasiment 35 milliards de dollars rien que pour AWS, qui en fait le département d'Amazon le plus rentable. S'ensuit ensuite les 33 milliards de dollars d'Azure, qui bientôt dépassera en termes de chiffre d'affaires le département logiciel et ordinateur personnel de Microsoft, qui était quand même à la base le département historique. Et ensuite, quasiment 7 milliards et demi pour Google.
On a parlé beaucoup des Américains, un peu des Chinois, on n'a pas parlé des Français, et pourtant, on a quand même des belles entreprises en France qui font du cloud. On a notamment OVH, qui est peut-être le plus connu et celui qui a le plus grosse part de marché en France. Mais on a aussi Outscale, qui est une entreprise de Dassault, ou encore Cloud Temple, qui est une entreprise du groupe Dragonfly. Alors, on pourrait se demander pourquoi choisir français alors que on a ces grandes entreprises américaines qui savent très bien faire de l'informatique et de l'Internet parce que ils sont là depuis longtemps. Et ben, la solution qui peut être un peu plus simple, c'est de dire que déjà la fierté française, mais mis ça de côté, c'est qu'on a surtout des enjeux internes niveau protection des données confidentielles et même juridiques avec le RGPD qui sont beaucoup mieux gérés normalement avec des acteurs qui sont déjà dans le domaine et en Europe. Et puis, une autre solution, une autre explication qui peut être apportée par ça, c'est le Secnum Cloud, qui est un label de l'ANSSI, dont on parlera un peu plus tard, et qui permet d'assurer aux opérateurs d'importance vitale la bonne d'infrastructure as a service, ce serait la location d'éléments qui constitueraient un serveur. Donc voilà, avoir une machine dont on choisit tout ce qu'on veut à l'intérieur, temps de mémoire RAM, temps de puissance de calcul, temps de mémoire, etc. etc. Pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de cloud et qui sont curieux là-dessus, l'exemple type de l'infrastructure IaaS, c'est l'Amazon EC2, qui est globalement une machine virtuelle si on veut caricaturer. Ensuite, on a le platform as a service. Le platform as a service, le PaaS, ça correspond à la location d'une machine dédiée à une tâche particulière. C'est-à-dire que toute la partie physique, elle est déjà décidée par le fournisseur de données, par le fournisseur de services, et l'utilisateur final n'a plus qu'à ajouter ces éléments pour pouvoir utiliser son PaaS. L'exemple type, là aussi, ce serait la location d'une base de données où un développeur ou un administrateur de base de données ajouterait les dernières données et l'utilisation de ça. Allez, à du direct. Et enfin, le software as a service, qui serait en fait l'utilisation d'une application directement accessible sur Internet, où l'utilisateur final en fait choisirait quels sont les utilisateurs dont on peut utiliser, quels sont les utilisateurs qui peuvent utiliser cette application. Et tout le code source appartient à l'éditeur du logiciel qui ne le partage pas, malheureusement, mais voilà, c'est un service qui le vend. L'exemple même, et c'est sûrement un des éléments dont on a peut-être beaucoup parlé avec la pandémie de Covid-19, c'est toutes les applications de visioconférence qui permettent le télétravail, donc Teams ou même Zoom qui utilisent le cloud. On va passer maintenant aux différents enjeux du cloud et je vais passer la parole à Pierre qui va vous expliquer un peu les différents enjeux. Merci Guillaume. De toute façon, au niveau des enjeux, on va aller dans la continuité finalement de qu'est-ce que le cloud, puisqu'on va se demander à quoi va servir le cloud. La première problématique, la première sujet par rapport au cloud, ça va être de soulager finalement les responsables réseau. Alors là, c'est l'exemple du DSI qu'on prend, mais naturellement, il n'y a pas que le DSI qui peut être intéressé par le cloud. Il va y avoir bien d'autres acteurs au sein d'une infrastructure, un responsable de développement, un responsable de la sécurité, qui peuvent choisir de déplacer une partie de leurs enjeux dans le cloud. Donc, dans les enjeux, les gros avantages du cloud, ce qu'on peut mettre en avant et avant tout même, ça va être la facilité de déploiement.
Si demain, j'ai besoin de mettre en place un serveur, que ce soit pour faire des tests ou pour avoir un nouveau front pour la société, je vais choisir le cloud parce qu'il sera plus rapide à déployer, il sera plus facile à déployer, il m'offre certaines garanties de sécurité, notamment par rapport au déni de service, etc. On y reviendra sur l'aspect des garanties, mais c'est un sujet qui reste important dans le cloud parce que c'est déplacer finalement la responsabilité, déplacer les risques sur un autre acteur. Ensuite, c'est aussi l'extension, par exemple, de l'existant. Aujourd'hui, j'ai un domaine Windows, je souhaite avoir des machines Windows en ligne, je peux les relier à mon domaine, je peux les faire interagir. Il y a la possibilité d'étendre le domaine local. Alors, cette extension, elle ne va pas sans risque également, j'y reviendrai, notamment par rapport à SolarWinds, où la compromission d'un domaine local peut permettre de compromettre un domaine dans le cloud, et réciproquement, la compromission d'un domaine dans le cloud peut permettre de compromettre un domaine local. Enfin, donc au niveau des avantages qui concernent tout le monde ici, normalement tout le monde, on vit tous d'ailleurs, c'est pas on a tous vécu, c'est on vit tous cette merveilleuse période qui est l'épidémie du Covid. Et cette pandémie, en fait, elle nous a rendu obligatoire des déploiements très rapides d'infrastructures et une capacité à pouvoir communiquer à distance, à pouvoir continuer de travailler à distance. Mon collègue vous a parlé tout à l'heure de Zoom ou de Teams. Ce sont effectivement de très bons exemples qui, par rapport au cloud, ont vraiment un impact direct, puisqu'il ne s'agit plus d'infrastructures qui sont dédiées, par exemple à l'ancienne comme Skype, mais vraiment des infrastructures qui sont plutôt complètement gérées par des acteurs tiers en qui on a confiance et qui vont faire transiter nos informations, nos communications. Ces logiciels, ces mécanismes de communication sont nécessaires aujourd'hui dans l'évolution liée à la pandémie et en plus, sont pratiques pour nous. Alors le problème, c'est que effectivement, ce déplacement de responsabilité, ça a un coût. Ça n'a pas c'est un coût financier, naturellement, mais c'est aussi un coût logistique, puisque la question de la responsabilité de l'infrastructure, qui est responsable, est-ce qu'il y a des assurances, est-ce qu'il y a des garanties qui sont proposées? C'est un sujet qui revient très souvent dans le cloud. Il faut prendre en compte ce que le prestataire de solutions cloud vous offre comme garantie. Est-ce qu'il vous offre une redondance? Est-ce qu'il vous offre des garanties par rapport à votre hébergement? Est-ce que vous êtes sûr que votre hébergement est bien protégé, bien sécurisé? Ce sont vraiment des sujets qui sont très complexes, très importants aussi à prendre en compte. Et donc, il faut prendre chaque aspect en compte lorsque vous réalisez un contrat avec un hébergeur cloud. Alors, quand c'est AWS, GCP ou Azure, effectivement, les clauses sont déjà incluses, mais d'autres hébergeurs proposent de négocier ou proposent finalement une recette à la carte par rapport au cloud. Alors, il faut prendre vraiment en compte cet aspect de responsabilité, puisque en fonction de la structure, vous aurez une responsabilité différente. Et pour plagier un peu la culture populaire, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, quand vous confiez à un cloud, il faut savoir que lui doit avoir de grandes responsabilités, notamment par rapport au data center. L'exemple d'un data center qui brûle, on l'a vu récemment, c'est catastrophique et ça peut avoir un impact vraiment, vraiment dommageable pour l'OSI. Donc, cette matrice de responsabilité, elle va se déplacer en fonction de l'offre que vous allez choisir. Alors, tout à l'heure, Guillaume nous a présenté les offres IaaS, PaaS et SaaS. Toutes les autres offres, que ce soit par exemple le DaaS, Desktop as a Service ou autre offre, finalement, va rentrer dans une de ces catégories et n'en est finalement qu'une émanation particulière. Donc, je prends le DaaS, Desktop as a Service, qui sera finalement plus proche du SaaS, qui offre un service, un logiciel, et que l'infrastructure en dessous est souvent gérée directement par le fournisseur cloud. Donc, on va se simplifier la tâche en donnant seulement ces trois-là. Donc, le on-premise, c'est le classique, c'est vous hébergez dans vos locaux, vous avez votre propre infrastructure, vous avez la capacité d'héberger vous-même. Vous avez un contrôle du début à la fin de la chaîne. C'est positif. Ensuite, il y a le IaaS, où là, par contre, vous n'avez plus le contrôle sur l'aspect physique du matériel. Vous pouvez parfaitement avoir du matériel mutualisé et ça peut poser problème, par exemple, si vous redoutez des attaques comme les attaques Spectre ou autres sur des infrastructures cloud. C'est loin d'être un scénario complètement absurde. Il a déjà été utilisé, des attaques matérielles sur des infrastructures cloud, notamment sur des infrastructures VMware. Enfin, donc PaaS, où là, vous avez, pour les plus vieilles générations qui ont connu cette époque, quand Free s'était lancé en tant qu'hébergeur sur Internet, il offrait par exemple une solution où on poussait juste en FTP
le code PHP qu'on souhaitait avoir. On avait un PHP Magadmin pour gérer la base de données et c'était tout ce qu'on avait. Bah, c'est assez similaire finalement au PaaS, c'est l'ancêtre du PaaS. On a simplement à s'occuper de notre application. Tout ce qui est en dessous, tout ce qui est middleware, intergiciel pour faire plaisir à l'ANSI, ou tout ce qui est base de données, etc., vont être gérés, vont être administrés par le fournisseur. Enfin, la solution SaaS, bon, voilà, c'est la plus commune. Guillaume, tout à l'heure, a évoqué Teams. Moi, un exemple que je prendrais, ça va être tout simplement les logiciels de congé ou de notes de frais, qui sont souvent des solutions SaaS qui sont utilisées donc, par la plupart des grosses entreprises. Par exemple, à Intrinsèque, nous, on utilise une solution SaaS qui va nous permettre à la fois la gestion des congés, la gestion des consultants, de la carrière des consultants, mais également donc, la gestion des notes de frais. Alors, du coup, la question va se poser, donc là on a parlé de questions de problématiques de rupture, d'indisponibilité, mais on peut aussi avoir des problématiques de type confidentialité. Alors les problématiques de type confidentialité, elles sont de différents types. Vous utilisez des données classifiées. Alors, je préviens, il ne s'agit nullement ici dans ce propos d'encourager le stockage de données classifiées sur Internet. Au contraire, d'ailleurs, l'IGI 1300 est assez clair sur le fait d'éviter, même de ne pas mettre des données classifiées sur Internet. Dans le cas des données DR, vous le pouvez sous certaines conditions, notamment donc, des labellisations et des exigences de sécurité complémentaires. Les données à caractère personnel, je pense qu'on a tous vécu le virage au RGPD et les exigences qui accompagnent ce virage au RGPD. Donc, toute une série d'obligations, toute une série d'exigences très particulières sur la protection des données à caractère personnel, sur leur hébergement et sur le fait de s'assurer qu'elles ne fuiteront pas. Et enfin, les données stratégiques. Donc là, c'est vraiment 3 types de données où vous avez intérêt à ce qu'elles soient protégées lorsque vous utilisez le cloud. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais parler donc d'une loi qui date de 2001. Après le 11 septembre, les Américains ont voté le Patriot Act. Le Patriot Act permet aux Américains de demander, sans que cela soit divulgué, aux fournisseurs de services de fournir des informations sur un utilisateur donné de la fourniture de services. Grâce au RGPD, on a déjà une grosse limite par rapport à ça, c'est-à-dire que les données sont censées être hébergées en Europe et l'Europe ne reconnaît pas donc la validité des demandes du Patriot Act et donc divulguerait les informations, permettrait de savoir s'il y a des perquisitions. Du coup, les Américains sont venus avec une autre loi, le Cloud Act. Le Cloud Act décide qu'à partir du moment où un fournisseur de services, qu'il soit Google, Amazon ou Microsoft, s'il est américain ou s'il a des serveurs aux États-Unis, doit fournir les données, peu importe la localisation des données. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité de cette loi, qui a pour objectif donc de permettre de récupérer des données qui sont par exemple en Europe sur un acteur européen. Donc il faut bien se rappeler que les Américains ont des lois pour essayer de forcer les fournisseurs à fournir les données. Le Cloud Act a déjà été utilisé, Google en a déjà fait part, puisque Google publie par exemple le Google Transparency, où il va dévoiler donc, les informations par rapport à toutes les requêtes qui ont été faites sur ces services SaaS notamment. Je pense à tout ce qui va être Google Drive, etc. Donc il faut considérer quand même qu'il y a un risque à l'hébergement dans un cloud qui n'est pas géré par un acteur que vous connaissez, mais géré par un acteur où vous avez des garanties légales. Si vous avez des données qui vont être vraiment des données stratégiques françaises ou des données classifiées, vous aurez plutôt besoin de vous tourner vers un cloud souverain. Et ça tombe bien, la présentation est quand même bien faite, on a un label aujourd'hui en France qui s'appelle SecNum Cloud. Ce label, il présente en fait un ensemble de recommandations de l'ANSI, donc plus ou moins durcies, qui sont dérivées, donc je cite un document de l'ANSI, qui sont dérivées de l'ISO 27001 et qui permettent de garantir une intégration de la sécurité et des équipes formées à la sécurité. Ça va même bien au-delà, c'est-à-dire que là, c'est juste la définition bête du document, ça va bien au-delà parce que ça demande vraiment des critères de sécurité qui sont très forts et qui devraient être exigés quasiment pour tous les besoins, puisque c'est vraiment les critères de sécurité nécessaires aujourd'hui à envisager la sécurité d'un SI.
Alors, Secnum Cloud, c'est très pratique. C'est un label quand même qui est très, très high level. Le problème, c'est que ce n'est pas non plus une garantie absolue. Ça ne permet pas de gérer l'hébergement de données de santé, HDS, ou l'hébergement de données DR comme ça. Alors, Secnum Cloud est un prérequis pour héberger des données DR dans le cloud, mais n'est pas le seul prérequis. Je vous invite à vous pencher, par exemple, sur l'II 901 pour ce type de sujet. Mais de manière générale, c'est juste, en fait, une mesure de durcissement en amont et surtout qui couvre déjà énormément de volets, notamment pour la 27000. Alors, on a parlé donc français. Maintenant, parlons un peu plus européen. Alors, européen, mais quand même bien franco-français, pour une raison simple, c'est que c'est le ministère de l'économie français qui l'a lancé. Donc, le ministère donc, je crois que c'était Bruno Le Maire à l'époque. Bruno Le Maire qui a contacté donc, du côté allemand et a proposé donc, de faire un MetaCloud avec des acteurs français et allemands. Et en fait, ce MetaCloud, c'est le terme sur le site officiel de Gaïa, a eu pour objectif donc, de s'élargir et aujourd'hui concerne l'intégralité de l'Europe avec des hubs qui seront notamment installés au Danemark, en Suède, en Norvège. Donc, c'est énormément de hubs différents. Leur objectif, ce n'est pas uniquement d'offrir une solution de cloud, puisque parmi les acteurs, donc, OVH notamment, qui offre des solutions de cloud, Dassault aussi d'ailleurs, Siemens, Thomson, enfin, les acteurs habituels, mais également aussi de normaliser et de définir les besoins des entreprises européennes et françaises naturellement sur le cloud. Par exemple, en France, il y a l'association des grandes entreprises françaises qui est membre donc, du projet Gaia X et qui a pour vocation de présenter les lignes directrices des projets et où veut se développer Gaia X par rapport donc, aux différents milieux financiers, distribution, etc. Donc, suite à cette présentation rapide donc, de l'évolution du cloud aujourd'hui d'un point de vue politique, je vais aussi parler des risques et des menaces qui existent sur le cloud. Alors, on n'est plus non plus, il y a quelques années, où tous les buckets quasiment étaient exposés sur Internet et on avait librement accès à toutes les données qui se trouvaient dans des buckets ou dans des blobs sur Internet. Aujourd'hui, on a quand même 6% des buckets GCP qui sont accessibles sur Internet. Ça reste énorme. Et dans ces buckets, il peut y avoir des informations. On y reviendra sur des scénarios de menaces possibles, mais c'est quand même assez problématique. 38% des entreprises ont des activités suspectes sur leur compte cloud. Par activité suspecte, ça veut simplement dire en fait que on a pu déterminer qu'il y avait des comportements suspects, etc. Et on suppose que les comptes ont été compromis, puisque c'est rare en général qu'une entreprise privée s'occupe d'héberger des virus. Je prends ça comme exemple. Enfin, deux chiffres assez forts, c'est 37% des bases de données acceptent du trafic entrant non autorisé depuis Internet et 53% des entreprises exposent au moins un service de stockage au public. Je relis ces deux parce qu'ils sont extrêmement intéressants. Et finalement, on retrouve en fin de compte la même problématique qu'on avait avec les buckets il y a quelques années. Une exposition directe d'une base de données sur Internet, par exemple une base de données comme Elasticsearch ou MongoDB qui n'ont pas nativement et directement une interface d'authentification pour y avoir accès, ça fait qu'un attaquant, s'il a accès donc, à ce partage sur le réseau, il a accès donc, aux données qui sont sur la base de données. Il a accès aux données qui sont sur la base de données. Bon, pour le RGPD, c'est mort. Pour pas mal d'exigences, que ce soit les exigences ISO ou même plus hautes, c'est extrêmement dangereux et ça pose problème d'un point de vue sécurité. Enfin, un dernier chiffre que je trouve assez réaliste, parce qu'en fait, c'est ce qu'on retrouve, nous, dans nos audits. 81% des entreprises ne gèrent pas les vulnérabilités des ressources dans le cloud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on demande à des entreprises qui ont des ressources en IaaS ou en PaaS sur Internet, si elles vérifient leur politique de mise à jour, si elles vérifient si les briques qu'elles utilisent sont à jour, si elles pensent à mettre à jour leur socle logiciel, ces entreprises répondent non. Or, ça n'a pas changé. Vous avez juste déplacé votre infrastructure sur le cloud. Il y a toujours les mêmes enjeux de sécurité, les mêmes problématiques de sécurité quand vous êtes sur des solutions IaaS ou PaaS. Donc, un gros point d'attention sur cet aspect-là, puisque d'un point de vue sécurité, c'est extrêmement problématique. Et nous, c'est souvent un point d'entrée qu'on voit de manière assez visible. Alors, le chiffre, c'est le dernier chiffre, je vous promets. On a eu une augmentation de 600% des attaques sur le cloud.
Alors, vous allez me dire, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Alors, déjà, je précise que ce chiffre vient du Gartner, hein, donc je ne l'ai pas inventé. Mais il est associé à un autre chiffre. Il y a une augmentation de 640% d'usage du cloud. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, avec le Covid-19, on a eu une explosion de l'usage du cloud. Et avec cette explosion de l'usage du cloud, en fait, on a eu de manière proportionnée une explosion des vulnérabilités, de l'exposition des services sur le cloud. Donc, en fait, les services qui étaient avant vulnérables en hébergement on-premise sont passés vulnérables dans le cloud. Pour ça qu'il y a eu une explosion des attaques, une explosion du potentiel d'attaque. Et c'est assez intéressant parce que finalement, elle se résume à 3 grosses catégories. La catégorie OSINT, qui peut mener à la RCE, on va le montrer dans un cas pratique. La catégorie ingénierie sociale, j'ai volé des mots de passe, j'ai volé des clés qui me permettent de me connecter à l'interface d'administration dans le cloud. Et à partir de là, bon, pareil, je peux tout compromettre. Et enfin, l'applicatif vulnérable, donc qui est cette dernière catégorie, ce fameux 81% que je mentionnais, tout simplement parce que les gens ne sécurisent pas correctement le récit. Alors, ce schéma est une architecture vraiment extrêmement simplifiée. S'il y a des personnes qui ont l'habitude de manipuler les clouds, ils doivent bien rire effectivement en voyant ce schéma. C'est extrêmement simplifié. L'objectif, c'est simplement de montrer quelques éléments. Je vais demander du coup, Guillaume, si tu peux les entourer au fur et à mesure que je les mentionne. Donc, le premier élément, on va parler donc de l'Azure AD, tout simplement. L'Azure AD, aujourd'hui, c'est quand même une brique qui est de plus en plus essentielle sur les extensions, sur tout l'usage finalement du cloud Azure quand on veut l'intégrer dans son SI et dans son AD déjà préexistant. Alors, ça a ses avantages, parce que ça offre des services qui sont tout simplement géniaux. Je pense à ADRMS ou d'autres services similaires qu'on peut déployer ensuite sur le cloud et qui permettent de systématiser sur la plupart des solutions. Mais ça a aussi donc un côté négatif, à savoir que c'est forcément interconnecté avec votre AD, votre domaine normal. Ensuite, au niveau des briques, il y a tout ce qui est bucket. Donc, les buckets qui vont contenir toutes les informations, que ce soit du code source, que ce soit des applications web, des fichiers sous-jacents des applications web, et même quelquefois des fichiers de debug avec des informations quelquefois même très intéressante pour un attaquant, on y reviendra. La gestion des clés, alors là je le prends de manière très, très générique, parce que chaque cloud quasiment a sa solution, mais qui va permettre donc de gérer toutes les clés. Si vous compromettez l'accès à cette gestion des clés en compromettant un identifiant donné, vous compromettez potentiellement tous les autres identifiants. La réalisation de tâches préprogrammées. Pour faire simple, pour les habitués de Linux, je vais appeler ça un cron, mais ça va bien au-delà, parce que ça permet vraiment de réaliser de nombreuses actions, des tâches planifiées, etc. Les bases de données. Donc, j'en parlais tout à l'heure, les bases de données qui sont encore malheureusement très exposées. Et pire encore, parce que autant en solution SaaS ou même en solution PaaS, c'est rare qu'on ait des problèmes sur la configuration des bases de données, parce que la configuration est quand même fournie clé en main. Mais il arrive quelquefois que les personnes mettent en place des bases de données sur des solutions IaaS, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, la configuration est un peu par défaut, et avec une configuration par défaut, on se retrouve avec un impact de sécurité direct. Enfin, ça permet aussi, au niveau de l'interface, de gérer l'aspect physique du matériel. Alors, comme je disais, en IaaS, ça reste mutualisé, mais c'est aussi le cas en PaaS et en SaaS. Mais avec votre abonnement, vous avez la possibilité de directement avoir accès aux informations des disques, avoir accès à d'autres informations. Et sur ces disques, vous pouvez récupérer des informations, collecter des informations, compromettre en fait les applications qui peuvent tourner dessus en fonction de l'offre que vous avez choisie. Merci Guillaume. Donc, je vais prendre le scénario OSINT to RCE, qui était le scénario que j'ai mentionné tout à l'heure. On va donc essayer d'aller du début, à savoir, donc, on a juste le nom de l'entreprise, à la compromission complète de l'entreprise. Il s'agit d'une description assez macro qui peut s'appliquer en fait à différents SI et à différentes entreprises. On aura un cas vraiment pratique tout à l'heure qui sera présenté par Guillaume. Au niveau de l'OSINT, donc, il faut se rappeler que quand vous prenez un service, un service chez Azure, et pas que chez Azure, vous avez donc un nom de domaine associé qui va apparaître. Le nom de domaine, par exemple, webinar, donc on avait juste pris pour mettre pour la facilité, .blog, .core, .windows, .net. À gauche, ça sera le nom de votre abonnement.
Eh bien, il faut considérer tout simplement que ce nom d'abonnement il va être utilisé sur les différents patterns, database ou vault. À partir en fait, simplement de ces informations-là, on peut rechercher facilement et lister facilement tous les services dont vous disposez dans le cloud. Ici, avec cet exemple, on a trouvé 3 sur 4 qui sont possibles. Attention, c'est beaucoup plus large en vérité. On peut avoir plein d'autres services qui existent. On peut avoir des services entre différents clouds. Là, on est uniquement focus sur une solution Azure. Une fois que vous avez eu accès au bucket, je prends l'exemple du bucket, parce que sur la slide précédente, vous avez pu le voir, le bucket était un des exemples. Alors, il y a une possibilité, c'est que le bucket soit mal configuré. Là, vous avez la liste de tous les objets qui sont dans le bucket. Ou vous pouvez essayer d'énumérer les informations qui sont dans le bucket avec différents moyens, différents moteurs, en essayant de brute forcer, en essayant d'accéder à d'autres informations. Donc, vous pouvez récupérer les informations qui sont dans le bucket. Dans le bucket, qu'est-ce qu'on peut trouver? Je l'ai dit tout à l'heure, du code source, mais également des fichiers de configuration, voire même des identifiants. Dans le code source, de toute façon, c'est normal de trouver des identifiants. Parmi ces identifiants, on peut trouver des identifiants de connexion d'API, par exemple, à tout ce qui est Key Vault. Ensuite, donc, au niveau de la récupération des identifiants, on va continuer la recherche. Donc, le bucket, c'est le premier. Ensuite, le Key Vault. Si j'ai compromis les accès au Key Vault, je vais pouvoir compromettre d'autres identifiants, des secrets, des certificats, même éventuellement m'amuser à changer les informations pour rendre inaccessible pour un autre utilisateur. Les informations dans le code source, mais aussi la possibilité, donc une fois qu'on a les privilèges nécessaires, ou si on les récupère dans le Key Vault ou dans les buckets, d'avoir accès aux comptes automatiques, ou les comptes d'automatisation plutôt, qui permettent donc d'exécuter des tâches planifiées ou d'exécuter des tâches avec des privilèges donnés. Plein d'autres informations encore sont nécessaires. Le classique des images Docker, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous parcourez sur Git, vous pouvez toujours trouver des identifiants qui sont directement dans les images Docker. C'est assez intéressant et ça se projette également sur le cloud. Une fois que vous avez récupéré des identifiants, là, on passe sur une autre forme d'audit, entre guillemets. On va passer sur comme un test d'intrusion interne, puisqu'on a un compte qui nous permet de nous connecter sur la machine. Un compte contributeur, par exemple, qui est un peu le compte par défaut qu'on a tendance à donner sur un cloud. Eh bien, le compte contributeur, il aura les privilèges NT Authority System sur les machines où il est contributeur. NT Authority System, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'architecture Windows, ça veut dire tout simplement qu'il aura tous les droits, tous les privilèges, quasiment tous les droits et tous les privilèges, mais il pourra prendre le contrôle de la machine. Ensuite, il y a des fonctions sans identifiant, les extensions malveillantes qu'on peut ajouter en fonction de privilèges qui nous ont été donnés. Et oui, ça arrive qu'un utilisateur puisse avoir les privilèges d'ajouter des extensions pour son usage du cloud, sauf qu'on ne lui a pas limité les sources d'extensions, et du coup, il peut installer une extension de sa propre fabrication qui peut donc permettre d'exécuter du code malveillant. Et enfin, donc, le grand classique de l'ARC à partir d'une application compromise. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui, dans leur fonction d'administration, vont considérer que exécuter du code est une fonctionnalité. Sauf que le problème, c'est que si l'identifiant de l'administrateur est compromis, ce n'est plus une fonctionnalité, c'est une vulnérabilité. Donc, il y a la possibilité de compromettre au-delà. Et vu qu'on, dans le cas particulier d'Azure, on peut avoir des machines qui sont sur le même domaine, à partir de là, on peut rebondir sur la machine et faire un déplacement latéral pour compromettre tout le domaine Azure. Enfin, le dernier axe de compromission finalement dans ce scénario, ça va être la compromission simplement du compte qui permet la synchronisation on-premise. La compromisation de ce compte va permettre donc de forcer des synchronisations, de récupérer des informations, de voler des hashes. Et potentiellement, même si on arrive à récupérer son mot de passe, on peut avoir des droits donc, beaucoup plus élevés. Donc après, il y a les techniques de passe de hash. Ce n'est pas vraiment l'objet de ce webinaire qui est plus centré sur le cloud, mais globalement, on reste sur un scénario qui va plus être du test d'intrusion interne, où on va compromettre un réseau une fois qu'on a mis le pied dedans et qu'on a compromis un compte. Alors, je vais parler d'un cas qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, c'est le cas SolarWinds. SolarWinds, donc pour rappel, c'est une entreprise qui fournit de nombreuses solutions, notamment la fameuse solution Orion, qui permettait de gérer les machines et gérer aussi le cloud depuis l'interface, depuis votre propre SI.
Et il se trouve qu'ils offraient notamment un fournisseur d'identité et d'autres solutions. Alors, je passe la manière dont SolarWinds lui-même s'est fait compromettre, mais il était déployé chez énormément d'entreprises. Et ce déploiement chez énormément d'entreprises, d'acteurs étatiques, fait qu'il a été possible donc, pour les attaquants de pousser du code malveillant qui leur permettait de prendre le contrôle à distance de briques au sein d'un réseau. Un cas donc, pratique qui a été utilisé dans le cas, et c'est la première utilisation sauvage du Golden SAML, c'est la compromission d'un serveur ADFS et la capacité donc à pouvoir émettre un ticket avec des privilèges, donc, comme le Golden Ticket en test d'intrusion interne, avec des privilèges élevés et avec surtout une durée quasiment illimitée. Avec ces différents éléments, il était possible donc d'avoir un faux jeton d'identification qui permettait de s'identifier auprès de tous les services cloud et donc de compromettre le cloud après avoir compromis donc la première partie, à savoir le réseau interne. Je passe la main, Guillaume. Alors, la présentation de Pierre décrivait un peu quelque chose de très, très sombre avec des répercussions importantes. C'était vraiment un exemple de tout ce qu'on peut faire en fait, avec une attaque cloud. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on retrouve tous les jours. Et quand on reprend l'exemple de SolarWinds, c'est quand même un acteur étatique sûrement derrière qui... ce ne sont pas les attaques les plus courantes, mais en tout cas, nous, notre démarche, ça va être de pouvoir empêcher tout type d'attaque au maximum. Pour cela, on a défini une méthodologie qui reprend un peu des méthodologies d'audit d'un environnement physique, puisque ce qu'on a dit, c'était que le cloud, finalement, aujourd'hui, c'était une extension du domaine local. Donc, on va reprendre ces différents éléments. Nous, on a décidé de le mener en 3 étapes afin de comprendre le mieux possible l'environnement cloud et le sécuriser et avoir vraiment un aspect critique de tous les éléments que l'on peut améliorer. Alors d'abord, on va commencer avec un audit organisationnel. Le but, ça va être de discuter avec une des personnes décideurs du projet de ce déplacement vers le cloud, où on va discuter de tous les processus qui sont mis en place. Alors ça va être des processus de sauvegarde, de recouvrement, la gestion des identités, savoir comment est-ce qu'on ajoute ou supprime un utilisateur, quelle est la durée de vie aussi des sauvegardes et leurs tests, tous ces éléments-là pour savoir comment est géré le projet, l'environnement cloud dans son aspect le plus large. Ensuite, on va passer sur un audit d'architecture qui va se consacrer surtout au cloisonnement des ressources et au filtrage et exposition des différentes ressources. Alors là, on va discuter avec un architecte cloud qui va nous permettre de savoir, d'avoir une vision un peu plus proche de son environnement et du projet donné. Enfin, on va passer à un audit de configuration où on aura une vérification manuelle de toutes les ressources ciblées afin de vérifier que la configuration permet ou non des éléments que Pierre vous a présentés tout à l'heure dans la présentation de notre scénario, de notre grand scénario. Alors, on a repris des éléments qu'on a retrouvés chez différents clients chez qui on a pu auditer les environnements cloud. Alors, les éléments qui manquent le plus souvent, ou du moins qui sont les plus notables, c'est l'absence de documents techniques ou des documents techniques qui sont peu matures. En fait, on remarque souvent que le déplacement ou la migration vers le cloud a été précipitée, peut-être dû à la pandémie. Là, c'est vraiment notre opinion là-dessus. Certains clients nous l'ont informé que ça a un peu bousculé les projets qui avaient en cours. Et au final, on avait seulement l'architecture du cloud qui était dans la tête des architectes, mais aucun élément formel, ce qui peut, si on a une perte d'informations ou si on a un départ dans l'équipe, compromettre ou pénaliser totalement les équipes qui restent. Concernant les plans de recouvrement, c'est des éléments qui sont souvent incomplets ou qui manquent ou qui n'ont pas du tout été pensés. Dans la majorité des cas, quand même, on voit un début de PRA avec des scripts Terraform qui permettent de redéployer l'infrastructure dans les plus brefs délais, mais on ne peut pas non plus considérer cela comme un PRA à part entière. Ensuite, on a des politiques de sauvegarde.
Alors, les politiques de sauvegarde peuvent être intégrées directement avec les abonnements chez les fournisseurs de services cloud, mais des services à part entière permettent aussi de gérer automatiquement la sauvegarde, les tests et savoir la durée de recouvrement des éléments. Concernant les politiques de vulnérabilité, et là ça renvoie directement aux 81% de Pierre, on remarque souvent que c'est des choses qui ne sont pas du tout gérées, qui ne sont pas du tout analysées, et où quand un service pour découvrir les différentes vulnérabilités qui sont disponibles sur l'environnement web, sur l'environnement cloud, pardon, on nous dit que c'est pas regardé, pas vérifié, mais il semble qu'il y a un service qui peut le faire. Et enfin, les processus d'ajout d'utilisateurs, là, c'est aussi ce qu'on a un peu donné lors du scénario précédent, des rôles comme contributeur sur Azure. C'est des éléments qui sont très larges, très permissifs et qui sont pourtant donnés à presque tout utilisateur qui va avoir besoin d'éditer une ressource dans le projet et qui est donné par défaut et qui ne représente pas les bonnes pratiques de sécurité puisque en fait, il n'avait pas besoin de cet élément-là, enfin, d'autant de droits pour éditer cet élément. Concernant les audits d'architecture, ce qu'on remarque, c'est que les différents clients utilisent majoritairement les règles de filtrage de base, qui sont relativement permissifs, puisque c'est de base, ça doit correspondre à la majorité des cas, sauf que en fait, nous, on ne recommande pas d'utiliser quelque chose qui est utile pour tout le monde, c'est vraiment du cas par cas, et souvent, en fait, les règles sont celles de base et presque inutiles, en fait, dans les cas, dans le cas réel. On a aussi beaucoup de ressources publiques qui sont exposées publiquement alors qu'elles ne devraient pas l'être, et vice-versa. Alors là, quand on a une ressource qui doit être publique qui ne l'est pas, c'est que quelqu'un a souvent utilisé une règle de filtrage qui est redondante parce que ce n'est pas la même personne qui a édité les règles de filtrage ou ça n'a pas les bons ports, etc., etc. Enfin, souvent, les règles de filtrage sur les réseaux virtuels, on retrouve beaucoup de soucis là-dessus. Et un des éléments qui revient le plus souvent, c'est que même si les règles de filtrage sont plus ou moins faites pour le flux entrant, le flux sortant est complètement oublié. Mais on voit quand même des éléments qui sont plutôt positifs. C'est notamment l'utilisation de répartiteurs de charge lorsqu'il y a besoin et des réplications de ressources ou même groupes de ressources en fait, qui sont presque jumelés. Soit sur le même data center, soit sur un autre data center. Et là, là pour le coup, on donne un bon point puisque c'est une bonne pratique d'avoir des éléments qui sont quand même disponibles sur différents data centers dans le cas où il y en a un qui brûle, par exemple. Pour l'audit de configuration, là, c'est vraiment le côté le plus minutieux et où on va regarder tous les différents éléments. Alors, comme on l'a dit, les processus tout à l'heure lors de l'audit d'architecture, lors de l'audit de l'organisation est souvent manquant. Et on le remarque tout de suite quand on audite la partie identité et gestion des accès, puisqu'on voit que des utilisateurs, déjà, ils sont appelés avec un nom d'utilisateur très générique, de type administrateur ou admin projet, etc., etc., avec un mot de passe que les différents membres du projet se refilent, ou dans le pire des cas est stocké dans un bucket, enfin. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir en temps réel qui est derrière ce nom d'utilisateur. D'une autre manière, c'est une attribution de rôle beaucoup trop large, avec un nombre d'administrateurs. Presque tous les utilisateurs du projet sont administrateurs parce qu'il y a besoin d'ajouter une machine virtuelle ou un serveur web. C'est des éléments qui sont on donne beaucoup trop de pouvoir à des gens qui n'en ont finalement pas les besoins et où des rôles précis peuvent être donnés pour que ça corresponde réellement à leur travail quotidien. Ce qu'on remarque aussi, c'est une absence d'authentification forte et notamment sur les comptes administrateurs. Donc, quand on en a trop et qu'on a une authentification multifacteur qui manque,
on augmente considérablement la surface d'attaque. Enfin, des utilisateurs invités qui peuvent inviter d'autres utilisateurs, là aussi, c'est un problème récurrent. Pour les comptes de stockage, là aussi, directement clin d'œil au scénario de Pierre, c'est des accès non restreints, des accès publics et des actions non restreintes où le public, tout utilisateur pourrait lire, écrire ou peut-être même supprimer le contenu d'un compte de stockage. Pour les réseaux virtuels et même les différents éléments, ça peut être vrai pour tous les différents éléments sur le cloud, c'est des journaux d'activité qui sont pas suffisamment détenus ou vérifiés, et peut-être même parfois complètement absents. Pour les key votes, on a une absence de rotation des clés, ce qui fait que si un attaquant, comme dans notre scénario, peut accéder à ces key votes, il pourrait avoir un accès quasiment indéfini, puisque les clés ne sont jamais changées. Enfin, pour les verrous, c'est un élément qui est disponible chez tous les fournisseurs de services cloud, qui permet vraiment de bloquer une ressource afin qu'elle ne puisse pas être modifiée par les utilisateurs. Concernant les machines virtuelles et les bases de données, les problématiques qu'on peut retrouver souvent, c'est le chiffrement des données au repos pour les machines virtuelles et pour les données en transit pour les deux, parce que sur les bases de données, en fait, comme c'est des services PaaS, les données au repos sont automatiquement chiffrées. C'est le fournisseur de services qui s'en occupe. Pour les extensions de protection, souvent, c'est pour des antivirus. Elles manquent et des services de monitoring ne sont non plus pas utilisés. Ce qui fait que si on ajoute tous ces éléments, manque de journalisation des ressources, du réseau, des utilisateurs qui sont avec des noms d'utilisateurs génériques, on perd la capacité à savoir ce qui se passe sur notre environnement cloud. Et c'est quelque chose que normalement, on ne ferait jamais sur un environnement local, et pourtant, on l'accepte dans le cloud. Enfin, par les mises à jour logicielles aussi rappellent directement aux audits de vulnérabilité qui ne sont pas vérifiés. Pour tout ce qui est journalisation, c'est vraiment les administrateurs de cloud et les architectes ne sont pas au courant de ce qui se passe chez eux, puisqu'ils ne sont pas notifiés lorsqu'on ajoute ou supprime une ressource, lorsqu'on ajoute ou supprime une règle de filtrage. Qu'est-ce qui passe dans notre réseau, quelles sont les actions que filtre le firewall, etc. Voilà. Tout ça, c'est des éléments qu'on peut vérifier, qu'on peut surveiller, et pourtant qui sont souvent pas ou peu utilisés. Voici donc ce qui conclut un peu la partie sur notre cas pratique et ce qu'on peut proposer chez Intrinsèque. On passe sur la partie questions, si vous en avez. C'est le moment. Je viens de réactiver le chat, donc normalement, vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat. Guillaume, elle est pour toi. Pourquoi les mises à jour dans le cloud ne sont pas automatisées? Alors là, on renvoie directement au schéma de responsabilité partagée, puisque ça dépend du type de service qu'on prend. Alors effectivement, quand on achète un service SaaS, l'application est toujours mise à jour, puisque ça vient c'est le fournisseur de service qui doit, c'est son rôle de le faire. Sur la partie PaaS, le système d'exploitation est mis à jour par le fournisseur de service. Les interlogiciels, les middleware aussi. Par contre, la dernière couche applicative, elle dépend aussi de l'utilisateur final. Et concernant le IaaS, là, tout est à la responsabilité de l'utilisateur, de l'administrateur du client. Et les seuls éléments que le fournisseur de service cloud va changer, ça va être
le câble RJ45 qui peut être défectueux, les derniers CPU, la mémoire vive, etc. Donc voilà pourquoi les mises à jour dans le cloud ne peuvent pas être automatisées, c'est parce que ça dépend de ce qu'on achète. Merci Antoine pour l'ajout d'informations. Hein. Donc, il précise qu'effectivement, certaines options sur le IaaS permettent donc les mises à jour auto pour AWS et Azure. Alors, encore une fois, hein, il s'agit d'options et elles ne sont pas nécessairement complètes. Par exemple, si vous déployez une solution via je sais pas, un Dockerfile au sein d'une machine que vous avez choisie en IaaS, oui, il y aura pas cette aide d'accompagnement. Alors, on a plein de questions qui sont en train de tomber. Je continue donc avec avez-vous rencontré des cas de rançongiciel via les solutions cloud? Alors, pour le coup, en audit, la réponse est non. Alors, je précise bien en audit, parce que du côté d'InfoSec, nous sommes divisés en plusieurs sections quand même, et on a une section réponse sur incident qui a déjà probablement travaillé sur des cas similaires. Je complète tout de même en disant aussi que la problématique, c'est que la détection chez un client que sa plateforme soit servie à des fins malveillantes, elle est assez rare pour une raison assez simple, c'est que les clients font rarement des audits. C'est en train d'augmenter. Je vais reprendre le chiffre, hein, ça a augmenté de 600% la présence dans le cloud. On a aussi une augmentation assez similaire finalement sur les audits cloud, mais on ne peut pas tout détecter puisque ça nécessite quand même une volonté de recherche et la mise en place donc, des mécanismes de sécurité que soulignait Guillaume à la fin de sa dernière section. Il y a une question qui est intéressante, c'est quels sont les types d'attaques qui peuvent risquer à la disponibilité de mes services. Et là, j'ai envie de dire que c'est un peu aussi les mêmes qu'on peut retrouver sur un domaine local. Par contre, il faut beaucoup plus de puissance pour pouvoir générer, par exemple, une attaque DOS sur un hébergeur cloud. Mais après, on retrouve les mêmes problématiques qu'on pourrait avoir, par exemple, dans le cas d'un test d'intrusion en interne, comme a décrit Pierre tout à l'heure, ou alors via le RGPD en fonction de comment on gère les accès aux données. Je prends mon tour une question. Croyez-vous que l'incendie qui a ravagé une partie des serveurs à Strasbourg ait entaché la réputation d'OVH? Oui et non. Je sais, la réponse n'est absolument pas correcte. C'est le côté normand, je suppose. En fin de compte, au niveau de l'incendie, il y avait des garanties qui étaient proposées par OVH, il y avait des solutions de backup qui étaient proposées par OVH. Et clairement, au niveau de l'aspect contractuel, OVH a respecté sa part contractuelle. Bien sûr, d'un point de vue image, bon, il y a un gros impact d'image qui existe parce qu'il y a un data center qui est parti en fumée, parce que pas mal de serveurs dédiés qui étaient hébergés dans ces data centers sont partis en fumée aussi. Ça touchait des petites entreprises, ça touchait des particuliers essentiellement, de ce qu'on a pu retrouver finalement dans les traces publiques. Je répondrai sur la dernière après. Mais dans tous les cas, ça reste quand même relativement sécurisé et relativement sûr d'utiliser un hébergement OVH. Ils ont effectivement eu un incident. Les personnes qui n'avaient pas suivi leur politique de backup, finalement, sont les plus pénalisées. Et on retombe dans le schéma de responsabilité. Vous louez des serveurs, mais c'était à vous de faire un backup. Et d'ailleurs, ils ont reloué immédiatement les serveurs, ils ont remis à disposition des serveurs dès que possible, dès que leur infrastructure leur a permis. Ils ont essayé de dédommager tous les clients, ils ont proposé un dédommagement d'ailleurs pour tous les clients. Donc, il faut quand même aussi mettre ça de manière relative. Le côté OVH, Pierre, je ne sais pas si tu as fini, mais j'avais un élément à ajouter. C'est que les data centers des fournisseurs de services cloud sont tous normés et correspondent à au tiers 1, 2, 3, 4 en fonction du service dont vous avez besoin. Donc, c'est des éléments… Alors, bon, c'est arrivé et voilà, ça peut arriver, mais il y a vraiment des processus qui ont été faits et qui ont été créés avant pour prévoir au maximum que ça puisse arriver. Mais après, dans le cas d'OVH, hein, vraiment, c'est quelque chose de malencontreux parce que des informations qu'on a eues, il avait aussi reçu le label ISO 27001. Donc, théoriquement, il aurait dû respecter aussi pas mal de règles de sécurité. C'est un enchaînement de malchance finalement par rapport au gaz qui aurait dû servir à couper, etc.
Je complète rapidement par rapport à la question qui avait été posée précédemment. Apparemment, effectivement, du côté de notre cercle, on a eu des détections donc, de cas de minage de Bitcoin sur des infraclouds qui ont été compromises. Donc, je remercie. Et ensuite, donc, pour continuer sur les questions, alors, Zoom est-il sécurisé? Alors, ce n'est pas l'objet en fait de ce webinaire. Et en plus, on utilise Zoom, donc on serait vraiment de très mauvaise foi. En soi, il faut se rappeler simplement que Zoom répond à un besoin spécifique et qui n'est pas nécessairement le besoin de confidentialité fort. Donc, c'est sécurisé si vous souhaitez communiquer, par exemple, faire un webinaire. Moi, je trouve que la stabilité de la connexion a été impeccable pendant ce webinaire. Donc, l'aspect disponibilité est respecté, l'aspect intégrité est respecté. Sur l'aspect confidentialité, nous n'avons pas à émettre un jugement particulier vu que ce n'est pas vraiment dans le périmètre du webinaire. Ah oui, non, mais c'est hébergé côté cloud en grande partie. C'est juste que du coup, c'est l'aspect confidentialité qu'on ne peut pas commenter. Il y a une question à laquelle j'aimerais répondre, c'était sur, si Pierre, tu avais fini. Vas-y. C'est sur les types CASB, CSPM, etc. Alors oui, on n'en a pas parlé. C'était un petit peu fait exprès pour qu'on puisse balayer vraiment très, très largement sans rentrer dans le technique. Ce sont des éléments qu'on peut ajouter au cloud pour les sécuriser. Néanmoins, nous, de ce qu'on a retrouvé sur les audits, c'est que c'était des problématiques qui n'étaient pas encore qu'on ne retrouvait pas sur le terrain en fait, parce que le niveau de maturité des environnements cloud qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui n'en nécessitait pas, et que des éléments qui sont liés et qui sont des services SaaS sur les environnements cloud permettent déjà d'avoir des éléments de surveillance, même s'ils ne sont pas centralisés, qui peuvent être centralisés, et de gestion de la sécurité, et que rien que là, déjà, ce n'est pas mis en place, ou si c'est mis en place, ce n'est pas vérifié. Donc voilà, on a préféré partir un peu sur ce qu'on voit et ce qu'on peut faire sans multiplier les ressources. Et oui, c'est des éléments en fait qu'on peut totalement utilisé, qui serait même recommandé d'utiliser. Et puis, il y a même des nouvelles architectures et des nouvelles manières d'imaginer cloud avec le Zero Trust, etc. Voilà, on espère que ça va se développer dans les prochaines années et qu'on en verra plus, un petit peu plus. Ensuite, pour Zoom, parce que la question a été reposée dans le chat, oui, ce n'est pas chiffré bout en bout, la confidentialité en fait n'est pas assurée, on n'a pas une vraie garantie de la sécurité, notamment parce qu'ils ont mis en place certains mécanismes de chiffrement pour rassurer les utilisateurs, mais ces mécanismes sont clairement insuffisants. Ça a été démontré notamment par des travaux qui ont été faits par Robert Graham ou Cryptographic Through, qui est un très bon blog, deux très bons blogs de cryptographie qu'on peut retrouver sur Internet. Je vous recommande d'aller les voir directement, ça mériterait une présentation à eux tout seul. Ensuite, le label garantissant l'absence d'emprise de la NSA. Théoriquement, oui, SecNumCloud garantit plus ou moins ça. En fait, comme je l'ai dit, il y a quand même un certain nombre d'exigences au niveau de SecNumCloud. Et honnêtement, choisir un hébergeur français vous garantit déjà une certaine sécurité. En revanche, ça ne veut toujours pas dire que vous avez le droit de mettre des données vraiment confidentielles. Quand je dis confidentiel, je pense à du CD, SD ou TSD sur le cloud. Après, Gaia X aussi aura le projet donc, de proposer quelque chose qui sera American Free. Pardonnez-moi l'expression assez simple. Guillaume, tu vois une autre question à laquelle tu veux répondre? Oui, il y avait une bonne question, et notamment avec le DDoS, quand les CPU sont à 100%, s'il y avait des mesures de flexibilité de CPU automatique. Alors, un des avantages du cloud, c'est que toutes les ressources sont scalables. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez avoir un pic d'affluence sur une des ressources, le fournisseur cloud ne va pas attendre qu'il y ait une surchauffe ou un problème majeur et que votre virtualisation crash, si on veut. Puisqu'il va avoir la possibilité d'adapter votre infrastructure pour correspondre à votre besoin, et après, il vous donnera une facture plus ou moins salée en fonction du besoin. Mais là, ce sera toujours cet avantage-là de scalabilité.
Ensuite, je reprends une dernière de mon côté parce qu'elle est assez évidente. Hein. C'est quelles sont les parties du cloud à sécuriser sur un projet DevOps? La réponse, ça va être finalement un peu comme pour tout. Tout. C'est-à-dire que ou vous devez sécuriser vous-même, ou vous devez sécuriser par garantie, par assurance, par contrat. Mais la problématique, c'est que le DevOps ne change rien finalement à une infrastructure. L'infrastructure doit être sécurisée, il faut pousser une sécurisation. Et cette sécurisation, donc, elle se fait de différents moyens. Ça dépend effectivement quel type de solution vous utilisez en SaaS, en IaaS, en PaaS. Les solutions qui existent aujourd'hui en SaaS, par exemple pour du DevOps, sont quand même assez bien faites et donc sont mises à jour par la personne qui vous fournit les mises à jour. Pensez juste à bien sécuriser du coup les accès. C'est vraiment le dernier kilomètre pour the last mile, pour reprendre l'expression anglaise. C'est vraiment, vous devez couvrir quand même toute une partie qui va être les droits d'accès, les politiques d'accès, la revue des autorisations, qui va être une partie plus organisationnelle que configurationnelle ou de mise à jour. Les mises à jour sont gérées quand même par le fournisseur. Donc, si vous utilisez vraiment du SaaS pour le DevOps, bah, ça va être le dernier kilomètre. Et sinon, pour tout le reste, c'est les mêmes problématiques que sur un SI standard. Une petite dernière, Guillaume, toi aussi? Pour le live migration, alors ça, c'est des fonctionnalités qui sont inter-cloud et qui sont un peu SaaS. Donc là, pour le coup, c'est géré par votre fournisseur cloud. Certains sont plus enclins à partager avec d'autres fournisseurs. Sinon, vous avez toujours la possibilité en fait d'extraire votre architecture et votre application via JSON, Terraform, etc., etc., et les ajouter sur votre nouveau fournisseur de cloud. Est-ce qu'il y a des éléments de comment la sécurité est gérée là-dessus quand c'est géré par les fournisseurs cloud? C'est un peu SaaS, donc c'est un peu c'est eux qui gèrent et voilà. Mais si c'est vous qui décidez de gérer tout par vous-même, c'est dans le processus que vous allez mettre en place. Est-ce que tout va correspondre aux bonnes pratiques? Il y en a une que j'aime bien, en fait, que je reprends là dans la liste. Hein. Je suis désolé, vous avez vraiment fusé niveau questions. Il y a eu énormément de questions, donc on essaye quand même de répondre au moins de manière macro à toutes. Dans le cas d'un déplacement à l'étranger, l'utilisation d'un cloud passe-t-elle par une sorte de roaming? Et si oui, est-ce sûr? Alors, tout simplement, quand vous utilisez une solution cloud, vous avez la possibilité de choisir où vous souhaitez qu'elle soit hébergée. Et ça va fonctionner comme tout service Internet, avec les communications BGP habituelles, le système du fonctionnement du net habituel. Donc, quand vous allez communiquer ensuite avec l'endroit où votre solution est hébergée, ça va être comme si vous communiquiez avec un site web qui était hébergé au même endroit. Ma connexion. Et même la possibilité en fait de filtrer sur adresse IP. Alors, si par exemple c'est votre environnement cloud, il est de votre entreprise ou d'un autre service et que qui est géré avec votre adresse IP, par exemple de votre entreprise ou par chez vous pour le télétravail. Si vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger et que l'adresse IP depuis laquelle vous allez borner n'est pas considérée comme sûre par vos administrateurs de cloud, peut-être que vous n'aurez pas, normalement, vous ne devrez pas avoir accès à l'environnement cloud. Et là, c'est vraiment à la gestion des ressources et de l'exposition des ressources. Et on retombe de toute façon sur la même solution finalement qui est la double authentification pour bien sécuriser vos accès, qui du coup sécurise quand même grandement les accès. Et ensuite sur la sécurité des communications sur Internet même, c'est une problématique qui est beaucoup plus large et qui dépasse celle du cloud, où vous penchez vraiment sur des problématiques de chiffrement de bout à bout. Vous avez éventuellement la possibilité, par exemple, sur votre solution cloud, de mettre en place un VPN. À ma connaissance, d'ailleurs, il y en a qui sont proposés par certains des gros acteurs qui vous permettent donc de vous connecter ensuite directement. Mais ça sera pas vraiment une approche roaming, ça sera vraiment une approche comme une connexion sur Internet normale. Le cloud, il ne faut pas oublier, de toute façon, c'est juste finalement que vous avez des fournisseurs qui vont vous fournir de nouveaux services, mais ce sont des services qui existaient déjà, qui fonctionnaient déjà et qui sont juste passés donc on cloud plutôt que on premise.
Ce qui me permet d'ailleurs de faire une transition sur une question. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution, cloud et on-premise? Guillaume, je te laisse la première partie de la réponse. Alors, c'est partagé, c'est mitigé dans les deux cas en fait. Le cloud, on va déjà considérer que vous allez avoir le matériel à jour, puisque quand Amazon passe une commande des derniers CPU de chez Intel, ils peuvent en commander 500 000 et ça va leur coûter un petit peu moins cher. Donc forcément, vous avez accès aux éléments hardware les plus à jour. Et puis eux, c'est leur gage de qualité aussi, parce que si on va vous vendre un élément physique qui est déjà défaillant, ça ne fait pas de la bonne pub. Il y a aussi ce côté de scalabilité, c'est-à-dire, et là je prends l'exemple de ce qu'Amazon fait très bien lorsqu'ils ont le Black Friday et comme leur infrastructure est chez AWS, c'est qu'au moment où on va avoir un afflux massif de personnes, si on était tout en on-premise, il faudrait des serveurs importants et en fait on les aurait tout le temps, toute l'année. Donc il faudrait payer la climatisation, la facture d'électricité, tout ça, tous ces éléments qui sont liés aux infrastructures qui sont très larges. Et ça, ce serait toute l'année. Alors que quand on est dans le cloud, on peut avoir l'infrastructure et la puissance de calcul, de stockage et le réseau qui est démultiplié sur un jour donné. Alors oui, un jour, ça vous coûtera beaucoup plus cher que le jour précédent, mais à la longue, vous ferez sûrement des économies. Après, des inconvénients, c'est voilà, quand on a un hébergeur américain, il y a toutes ces lois, Cloud Act, etc. Il y a aussi le côté, le jour où on a une panne Internet, on n'a pas de réseau, on n'a pas de fonctionnalité, on n'a rien, parce qu'on ne peut pas accéder à notre cloud. Voilà. Il n'y a pas de... Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il faut voir en fait quel est l'avantage premier en fait entre ce qu'il faut, et c'est un peu au cas par cas aussi. Moi, je complète. Je vais me faire plus défenseur du on-premise aussi. Tout simplement, effectivement, on parlait d'absence de label, du label absence de NSA. Sur le on-premise, vous avez quand même plus de garanties si vous faites un SI qui est vraiment endurci, si vous respectez toutes les recommandations de sécurité. Mais comme l'a dit Guillaume, il y a aussi un coût. Il y a un coût qui reste important. L'entretien prend du temps. L'entretien nécessite aussi des ressources humaines, en plus donc des ressources financières, de déploiement, etc. Et ces ressources humaines, le cloud en fait propose justement de s'en séparer en partie. Après, le on-premise a l'énorme avantage effectivement de pouvoir maintenir son infrastructure et surtout de pouvoir avoir la main dessus et de garantir sa sécurité physique. Je pense donc au cas d'OVH avec l'incendie, mais je pense aussi à toutes les attaques physiques qui ont pu avoir un lieu contre des data centers. Ce sont des cas qui existent, ce sont des cas qu'on connaît, où il y a eu des vraies interventions, notamment du FBI, sur des data centers à l'étranger. Là, au moins, vous êtes au courant s'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans vos locaux. Ça vous laisse aussi un peu plus de temps pour sortir la perceuse. Je pense qu'on a fait toutes les questions. Je ne vois pas d'autres questions. Non, je vois qu'on a eu des nouveaux messages. Très bien. On a fait toutes les questions. Du coup, je vous souhaite donc à tous une bonne journée et une bonne continuation. Au revoir. Merci pour votre temps et votre attention.